Bienvenue Louis sur la web TV du Dansoir, ici dans le lieu. Et j'aimerais bien peut-être commencer par une auto-présentation de Louis Arsat. Elle va être rapide, une présentation en question. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la littérature. J'ai enseigné un certain nombre d'années à l'université de Caen. Et puis je suis parti en coopération pendant une douzaine d'années au total, essentiellement en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Voilà, par ailleurs, j'ai travaillé sur le théâtre français du XIXe siècle et sur une thématique qui m'intéresse depuis une vingtaine d'années à Kochek, une trentaine d'années d'ailleurs, qui est celle de l'utopie et de la dystopie. Alors, l'utopie, vous venez de la voir, et la dystopie, vous l'avez devant vous. Vous avez vu un très beau spectacle, et vous allez avoir maintenant une conférence. On espère qu'elle ne sera pas nécessairement trop calamiteuse. Voilà pour la présentation. Merci Louis. Peut-être pour donner un cadre, parce qu'on aime bien parfois avoir un cadre à la scène verbale, tu vas nous donner le thème de ta conférence, le titre, et ensuite nous allons plonger dans son contenu directement. Alors la thématique regarde les systèmes politiques d'une façon générale et la déshumanisation du corps dès lors que ces systèmes, pour utopiques qu'ils aient pu se penser, que je le définirai évidemment, sombrent dans la dystopie et on verra, en tout cas j'essaierai de montrer que c'est la plupart des systèmes qui se sont définis comme des systèmes idéaux, ou qui en tout cas visaient une forme d'idéalité, laquelle a rencontré un certain nombre de travers, et à partir de ces travers a sombré dans la dystopie. Vous en connaissez évidemment quelques-unes, et vous verrez d'ailleurs qu'elles sont d'une banalité, pour certaines en tout cas, parfaitement affligeantes. Alors allons-y. On va peut-être commencer en fait par définir ce qu'est l'utopie, même si j'imagine bien que vous le savez, au moins pour partie. Il y a une caractéristique qui est assez peu soulignée. D'abord, les utopies existent depuis très longtemps, on les rencontre dans la philosophie grecque, mais elles se thématisent véritablement à partir du XVIe siècle. C'est un Anglais d'ailleurs qui la thématise véritablement, qui s'appelle Thomas More, ou Thomas Morus, et qui va commettre un livre qui va fonder véritablement le système utopique, qui s'appelle Utopia tout simplement, c'est-à-dire le lieu de nulle part, si on devait véritablement lui trouver une traduction. La caractéristique de l'utopie, c'est qu'elle prend toujours prise sur une analyse du réel. S'il n'y avait pas d'analyse du réel, il n'y aurait pas d'utopie. Et donc Thomas More se confronte à une analyse du réel sous Henri VIII qui va l'amener à concevoir véritablement le système utopique, un système utopique. Alors que constate Thomas More? D'abord, c'est un Premier ministre assez encombrant pour Henri VIII, parce qu'il n'est pas la même religion, et en plus Thomas More est quelqu'un d'assez progressiste, mais ça n'est pas un libéral. Quand je dis progressiste, c'est plutôt quelqu'un qui veut le bien de la population et pas nécessairement rentabiliser, capitaliser, même si le terme s'emploie peu à l'époque. Ce qui n'est pas la problématique d'Henri VIII, qui voit bien que l'Angleterre est en train de s'enfoncer dans une crise et qui décide d'une réforme agraire contre laquelle Thomas More s'élève. Alors il expédie Thomas More en Hollande, sous prétexte d'ailleurs d'observer la façon dont les Hollandais traitent le mouton. Et pendant ce temps, Henri VIII met en place sa réforme agraire, qui a une conséquence, qui est de jeter les petits métayers à la rue, dans les rues et sur les chemins. Puisque l'idée, c'est évidemment de regrouper des gros fermages et de faire non pas une ferme industrielle, mais en tout cas des fermes à des tailles qui sont totalement considérables pour les femmes. Ce faisant, évidemment, un certain nombre de petits paysans se retrouvent sans emploi, livrés à la route, littéralement traités comme des vagabonds. Et la loi de l'époque, quand on est vagabond, sans logis et sans feu,
on peut être arrêté et embranché, c'est-à-dire pendu haut et court. Et ça, c'est un spectacle que va découvrir Thomas More en rentrant en Angleterre. Eh bien, il va voir sur les chemins des dizaines de personnes, hommes, femmes, enfants, embranchés par les sbires dans les buts. Et c'est pas tout à fait l'origine de sa réflexion, mais c'est ce qui va la précipiter, d'une certaine manière. Donc on part bien d'une analyse d'un réel qui n'est absolument pas utopique, qui est le réel de l'époque, à partir de quoi il va concevoir un dispositif qui lui aussi a différentes caractéristiques. La première caractéristique, c'est que l'utopie se situe pratiquement toujours sur une île, autrement dit sur un lieu éloigné de toute terre connue et véritablement lieu lui-même inconnu. La deuxième caractéristique, c'est que Thomas More imagine une société communautaire et non pas une société individualiste. Alors, qui dit société communautaire dit un certain nombre de lois qui régissent la communauté. La troisième caractéristique, c'est ce qu'on peut appeler la fermeture. Alors, la fermeture du lieu, on l'a vu, c'est l'île par définition. C'est également, donc c'est la fermeture de l'espace, c'est également une fermeture du temps, une fermeture temporelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une fermeture temporelle? Ça veut dire en particulier que tous les individus compris dans la communauté vont obéir à des lois temporelles qui leur fixent leur emploi du temps journalier, leur emploi du temps hebdomadaire, leur emploi du temps mensuel et même leur emploi du temps annuel. Autre caractéristique qui va être évidemment celle de l'eugénisme. Autrement dit, dans la société utopique, tout est prévu et tout est absolument prévu et tout est régi par des lois connues et connaissables de tout un chacun. On verra que cet aspect-là est extrêmement important. Alors, ces affaires de fermeture, qui foreclosent également la vie conjugale, organisent en même temps la question du travail. Or, le travail utopique ne peut se concevoir que en alternance entre un travail manuel et un travail intellectuel. Autrement dit, tout individu, compris dans cette société utopique, doit se livrer pendant un temps donné, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à un travail réputé intellectuel, versus les années d'après, à un travail réputé manuel, laboureur, paysan, menuisier, ce qu'on voudra. Mais jamais quiconque ne pourra exercer comme intellectuel, encore que le mot n'existe pas au XVIe siècle. Il existe, mais sous une forme adjectivale. On parle d'un métier intellectuel, on parle de vertu intellectuelle, mais on ne parle pas d'un intellectuel, puisque le mot date en tant que substantif de 1885 à peu près, et va définir ensuite ce qu'on va appeler les intellectuels, sachant que Zola est à peu près le premier à fonder la caste des intellectuels, mais j'y reviendrai véritablement là un petit peu plus tard. Donc cette alternance de vie intellectuelle et de vie manuelle et de vie manuelle, cette alternance, cette régularité de la vie sanctionnée par les horaires, la vie de couple qui est également programmée par la communauté, cet ensemble-là forme ce qu'on pourrait appeler une société idéale. Je ne vois pas bien, mais est-ce que ça va jusque-là? J'ai la tête derrière mon masque, ça l'air très bon. Apparemment ça a l'air d'être. Alors, cette utopie de Thomas More, d'abord elle va faire énormément florès, elle sera déclinée en divers points, mais vous aurez compris que sur ce premier point, on part du réel, on invente une vie communautaire. Et évidemment, la tentation à un moment donné, c'est de rapporter cette utopie, de la reconfronter au réel. Puisqu'on l'a imaginé de manière ivresse, de manière parfaitement intellectualisée, qu'est-ce qui empêcherait finalement de la décliner dans le réel, de tenter de la mettre en place d'une certaine manière? Les utopistes au XVIe siècle sont relativement nombreux. Il y en a un autre que je pourrais citer qui est Tommaso Campanella et qui part à peu près du même principe, c'est-à-dire une analyse du réel, là qui est plutôt sur le fond des guerres que se livrent l'Italie et l'Espagne, et qui va imaginer lui aussi un idéal communautaire. Et quand on les confronte, d'ailleurs, puisque les deux personnages, More et Campanella, ne se connaissaient pas, on s'aperçoit qu'ils ont à peu près inventé les mêmes objets. Alors, chez Thomas More, c'est extrêmement signé.
Chez Campanella, c'est un peu plus superficiel à certains moments, mais globalement, tout est réglé par la loi, par des grands maîtres, pourrait-on dire, de la communauté qui surveillent, qui vérifient que la loi est effectivement appliquée. Moyennant quoi, les deux utopistes conviennent que tout ce petit monde qu'ils ont inventé vit dans une parfaite harmonie, dans le meilleur des mondes. Alors le problème des utopies, c'est qu'elles génèrent en général des dystopies. Alors la dystopie, le terme dystopie lui-même ne relève pas du langage de la littérature, c'est un langage qui relève du langage de lexique médical, puisque dystopie signifie anomalie dans la situation d'un organe. Si vous avez votre cœur à... et que vous avez en fait voté avec le cœur à droite, ça veut dire que votre cœur est dystopique. Ça arrive pour un certain nombre de sujets. Si votre cœur est bien à gauche, vous n'êtes pas dystopique, vous n'êtes pas dans l'utopie, vous êtes simplement dans la conformité. Bref, ce terme emprunté au lexique médical va s'appliquer à l'utopie, non pas simplement par la distorsion, non pas simplement par déformation de ce que c'est l'utopie, mais par, quelquefois, un total retournement. Alors, on en connaît un certain nombre. On peut même parler de Marx avec le Capital, qui imagine, lui aussi, une société dans le Capital, ou dans le manifeste du Parti communiste, qui verrait les hommes réconciliés avec eux-mêmes, et qui met en place un concept qui est d'origine européenne, mais que Marx va reprendre, qui est le concept de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est le moment où vous n'avez plus de classe. Vous pourriez parler d'un micro. Pardon, Voilà. vous n'auriez plus de toutes les classes, et vous auriez une vie et un monde parfaitement harmonieux. On sait par exemple que cette utopie, la Russie, en tout cas la Russie des tsars, s'en est saisie, qu'il y avait une révolution en 1917, celle des bolcheviks, et qu'on crée un système dit communiste. C'est pas la peine que je vous raconte là, que je vous décline toute l'histoire. On sait ce qu'il advint de ce système communiste. On sait qu'il entraîna des goulags, des meurtres de masse. On a une autre utopie de masse avec la Chine de Mao, qui va entraîner à peu près les mêmes désordres et à peu près les mêmes catastrophes. Et puis on a des utopies qui sont beaucoup plus proches de nous, qui fonctionnent effectivement sur un modèle utopique. Alors celle qui est la plus proche pour moi, pour vous il y en a sans doute d'autres, c'est celle du Cambodge et c'est celle des Khmers rouges. Quand on regarde le système de Pol Pot et de ses affiliés, les frères 2, 3, 4, 5, ceux qui sont passés en jugement il y a peu de temps, effectivement, on a une société paysanne, avec un retour aux sources paysannes, et avec une communauté qui vit dans une parfaite harmonie. Ça, c'est ce que Pol Pot imagine sur le papier, pas tout seul d'ailleurs, avec Khieu Samphan. Khieu Samphan qui est véritablement le penseur de cette utopie et qu'il a pensé en France d'ailleurs. Il a fait une thèse d'économie à Bordeaux, il a soutenu également à Bordeaux et il imagine le retour à une société paysanne, douce, embellie, tranquille, vivant de ses ressources, et il explique même le système communautaire qui permettrait une production de riz telle que les Cambodgiens pourraient véritablement non seulement survivre, mais même vendre du riz et faire en sorte que le pays soit totalement dans une économie très valide. En même temps, ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 70, vous avez un régime au Cambodge, qui est le régime de Lon Nol, un régime qui sert plutôt les intérêts d'une bourgeoisie très installée à Phnom Penh, plutôt d'ailleurs, pour employer des mots simples, une société littéralement capitaliste, qui fonctionne évidemment pas nécessairement pour le bienfait des masses, et en tout cas au détriment des paysans. Et ces paysans, Pol Pot va les amener à se révolter. Et on aura donc ce qu'on peut appeler l'épopée Khmer Rouge. Et cette épopée Khmer Rouge, avec cette utopie qui verrait tout un chacun au travail, elle va entraîner
dès qu'elle est confrontée au réel, elle va entraîner des traits dystopiques pour finir dans une dystopie absolument totale. Les premiers traits dystopiques qu'on peut noter, c'est cette idée d'envoyer les gens qui vivent en ville, les envoyer à la campagne pour travailler comme les paysans. Et donc, on vide une ville comme Phnom Penh, qui devait à l'époque être d'à peu près 1 million d'habitants. On la vide en 24 heures, on la vide sans sommation, on vide les hôpitaux, on tue les retardataires, on liquide la soldatesque, notamment les militaires, et puis on envoie tout ce monde-là se confronter au travail des champs. Mais tout cela va avec un certain nombre de paramètres qui sont totalement modifiés. D'abord, le vocabulaire va être modifié, puisque un certain nombre de morphèmes vont être proscrits, interdits. On ne peut plus dénommer papa, papa, maman, maman. On va avoir des dénominations de frères. On abolit le régime monétaire, l'argent n'existe plus. Donc les gens vont être réduits dans un premier temps d'ailleurs au troc, tant qu'ils ont des choses à troquer. Ensuite, il n'y a plus de troc du tout parce qu'ils sont tellement démunis qu'il ne leur reste absolument rien. Et ce régime va se transformer en régime de terreur. Ce régime de terreur, il est assez largement inspiré du régime de Robespierre. Quand on regarde ce que lit Pol Pot, qui a été formé en France d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il a une connaissance très avérée, très fine même, des discours de Robespierre sur la terreur. Et l'un des traits distinctifs de Robespierre, c'est de dire que quand on fait une révolution, on a toujours nécessairement une part de la population qui est hostile à la révolution, et ces parts hostiles à la révolution, il faut les liquider parce qu'on les amènera jamais à la raison et on les amènera jamais à épouser la cause de la révolution. Et Pol Pot tient à peu près le même raisonnement et décide de liquider une partie de la population, et ceux dont il se dit qu'ils seront les plus rebelles à l'utopie qu'il essaye de mettre en place, ce sont les intellectuels. Et d'abord les intellectuels. C'est ce qui explique notamment que quand on vous dit par exemple que tout ce qui porte lunettes doit être liquidé et sera liquidé, effectivement tout ce qui porte lunettes, c'est plutôt des gens a priori qui dans les années 70 sont des gens qui ont fait des études, qui se sont abîmés les yeux, en tout cas c'est l'idée qu'on a Pol Pot. Et les gens qui portent des lunettes, les gens qui savent lire, les gens qui savent parler anglais, les gens qui connaissent les langues étrangères, les gens qui... etc., etc. Et évidemment les enseignants seront liquidés au premier chef. Je crois de mémoire qu'il y avait à peu près 500 médecins juste avant le pol-potisme, il en restera 30 à la fin de la Révolution. Et évidemment, on liquide également les danseurs, les chorégraphes, les cinéastes, tous ceux qui sont capables véritablement d'amener de la pensée dans un corps social. On crée même un camp. Ce camp d'ailleurs est un ancien lycée et on va y placer un ancien prof de maths qui s'appelle Douch, dont vous avez suivi le procès j'imagine, et Douch va liquider 17 000 personnes à peu près dans ce camp, puisque personne n'en sortira vivant sauf 7 personnes, dont Van Nat, qui est un peintre, enfin, qui n'est pas un peintre d'ailleurs à l'origine, mais qui est capable de peindre, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a sauvé sa peau, puisque les Khmers rouges s'aperçoivent qu'ils sont personnes dans leur rang capables de faire une iconographie des personnages très à mettre en avant dans cette utopie. Et donc Van Nat sera le peintre officiel, par exemple, de Pol Pot. Sauf que quand il sort de Volslang, qui est le camp où on a exterminé ces 17 000 personnes, eh bien, il va peindre ce que Douch a commis ou fait commettre en termes d'horreur absolue, et donc la liquidation à la fois des intellectuels et de ceux qui sont soupçonnés d'être traîtres à la Révolution. Autrement dit, les utopies, quand elles se muent en dystopie, vont commencer par évidemment éliminer les intellectuels, souvent de la pire manière, et à contraindre les corps. Alors j'en ai cité un trait tout à l'heure, on contraint les corps d'abord en obligeant les gens
à tenir un langage autre que celui qu'ils ont appris, à tordre en fait les mots. Et ensuite, on va tordre les corps, évidemment. On va les tordre en les affamant. Alors d'abord, c'est une famine organisée, et puis ensuite, c'est une famine totalement désorganisée. Il faut savoir qu'en clair, quand on parle des Khmers rouges, la métaphore qui les décrit le mieux est la métaphore de l'ananas, parce que l'ananas est un fruit qui, métaphoriquement, comporte plusieurs yeux. Et en fait, dans l'organisation Khmer rouge, les chefs sont responsables d'une province ou d'un bout de territoire, reçoivent les frères 1, 2 et 3 des ordres pour qui creuser un canal, qui monter un barrage, qui labourer la terre. Mais au total, personne ne voit la manière dont chaque territoire s'accommode des directives qui lui sont données. Il en résulte que même quand on a du retard par rapport à un chantier qui a été ordonné, on ne le dit pas, on le cache, on le masque, et finalement, la dystopie va finir par s'auto-dévorer en quelque sorte. C'est-à-dire que après avoir liquidé tous les opposants potentiels, supposés de la révolution et de l'utopie en marche, on va commencer à se soupçonner entre soi, et les Khmers rouges vont se liquider les uns les autres. Avec une forme d'anthropophagie, si j'ose dire, qui est à la fois une anthropophagie politique, mais qui est également une anthropophagie humaine. Si vous connaissez un cinéaste qui s'appelle Rikipan est certainement le cinéaste qui a, de toute sa vie, le mieux analysé le phénomène Khmer rouge. C'est lui d'ailleurs qui a eu un entretien extrêmement suivi avec Deutsch. C'est lui qui connaît vraisemblablement le mieux la question des Khmers rouges, d'abord parce qu'il l'a vécu. Il l'a vécu parce que quand l'utopie Khmer rouge se met en marche, il a 13 ans, c'est un petit garçon, et il est entraîné avec toute sa famille dans la spirale des Khmers rouges. Il va voir son père mourir, et en fait se laisser mourir de faim, puisque le père de Rikipan décide de renoncer, très consciemment d'ailleurs, à l'existence, et se laisse dépérir jusqu'à la mort. Et puis les sœurs de Rikipan vont être également liquidées, et lui-même va se sauver de justesse en travaillant dans des hôpitaux de fortune. Alors, l'hôpital de fortune est un bien grand mot, puisque en fait on fabrique des médicaments en ramassant de l'herbe un peu partout, sans trop savoir ce qu'elle est, et en faisant des formes de médication qui ont autant de chances d'empoisonner les malades que de les sauver. Et Rikipan a fait dans son avant-dernier livre des révélations qui jusqu'alors avaient été tues. Et notamment, il montre comment, il le dit en 2 lignes, c'est à peine une évocation, comment on amène des femmes à être enceintes, et puis à projeter de vendre leur bébé à une famille qui mangera le bébé, en se questionnant pour savoir si elle ne va pas le garder elle-même pour pouvoir le manger et le manger avec sa famille. Autrement dit, quand je parle de cannibalisme politique, il faut bien voir qu'il y a une déclinaison qui est parfaitement physique, qui est parfaitement palpable, jusqu'à un cannibalisme réel. Alors toute cette question du cannibalisme, d'ailleurs, et de l'anthropophagie, est restée totalement masquée, y compris chez les survivants, ou chez les bourreaux d'ailleurs, masquée, escamotée, tue, reniée, parce que ça réveillait des douleurs absolument invraisemblables. Que Rikipan l'évoque comme un trait extrêmement fort de cette liquidation dystopique, d'abord ça lui a été extrêmement douloureux, mais ensuite ça métaphorise tout à fait autre chose, puisque on est de la contrainte du corps dans un premier temps, son asservissement ensuite, sa liquidation, jusqu'à son auto-alimentation, si j'ose dire. Autrement dit, les dystopies, les utopies, quand elles dérapent, et celle-ci est une utopie
véritablement l'une des pires en termes de dystopie, va jusqu'à l'abolition des corps, pas simplement par le meurtre ou l'assassinat, mais bien aussi par l'autodévoration. Autre dystopie, et j'y reviendrai si vous avez des questions ensuite, autre dystopie très marquante, et cette fois-ci encore plus métaphorique que la précédente, c'est l'utopie de Georges Perec dans un livre qui s'appelle W ou le souvenir d'enfance. Perec, je ne sais pas, en tout cas je vais vous le dire comme ça, je ne sais pas si vous le savez, mais vous le saurez. Perec, ça ne s'écrit pas Perec à l'origine, ça s'écrit Perec, c'est un nom hébreu, ça s'écrit P-E-R-E-Z, et en hébreu ça signifie le trou. Perec a francisé son nom, d'abord parce que la connotation du trou le renvoyait par trop à la mort, et il s'est posé la question de savoir s'il allait mettre des accents sur son nom, et en fait, il n'en a pas mis. Il aurait pu au moins en mettre un sur le premier E, mais il a liquidé ces deux accents comme symbole de la disparition de ses deux parents. L'un est mort dans un camp de concentration et l'autre à l'occasion d'un bombardement. Et donc Perec s'est retrouvé orphelin alors qu'il avait à peu près une dizaine d'années. Et Perec a beaucoup réfléchi sur l'idéal hitlérien et sur la question des camps de concentration. Donc quand on démarre W ou souvenir d'enfance, on a 83 pages, les 83 premières pages du livre, qui racontent l'épopée d'un marin. Et puis tout d'un coup, à la 83e page, vous avez une page blanche marquée de 3 points d'interrogation avec des parenthèses, et ensuite vous tombez dans ce qui semble être une utopie. Cette utopie est décrite de la façon suivante, s'inspire d'ailleurs de l'idéal olympique, et on est de nouveau sur une île, et cette île, nous dit Perec, a la forme d'un crâne de mouton fracassé. Alors le crâne de mouton renvoie ce qu'on appelle de l'intertextualité au mouton dit de Panurge, qui en fait appartient à Rabelais. Rabelais fut également un grand utopiste. Alors lui n'avait pas créé une île, mais un lieu pratiquement inaccessible, puisqu'on n'y rentre jamais, qui est l'abbaye de Thélème. Alors cette île, avec un mouton qui configure la tête d'un mouton fracassé, se divise en 4. Et dans chaque partie de cette île, on a un village, qui est un village olympique. Les gens ne font que s'y entraîner. Alors, on s'entraîne aux 100 mètres, on s'entraîne au saut à la corde, on s'entraîne à peu près à tous les sports possibles et imaginables. Il y a un sport qui est interdit, qui est le saut à la perche. On n'a pas le droit de pratiquer le saut à la perche. Et on verra pourquoi dans un instant. Et puis, plus on avance dans le récit, plus on s'aperçoit qu'on est interloqué parce que ces gens ne font que cela, du sport. Mais on court le 100 mètres en 23 secondes. C'est-à-dire qu'on est extrêmement lent. Et puis, plus on avance encore dans le récit, plus on découvre que les corps qui s'entraînent sont des corps totalement décharnés, vidés de leur substance, à qui on offre des récompenses quand ils gagnent. Et quand ils gagnent, on les bourre de nourriture. Et on leur permet l'accès au gynécée. Parce qu'en fait, les femmes sont enfermées dans des gynécées, et la récompense qui est donnée à un vainqueur de telle épreuve, ce sera le viol. Sauf qu'entre le viol et le fait qu'on l'a bourré de nourriture, le lendemain, quand il doit recourir le 100 mètres, il est malade, il vomit, il est incapable de courir et il perd son titre. Puis on se rend compte un peu plus tard que les gens qui courent fixent des lames de rasoir au bout de leurs chaussures de manière à trancher les talons d'Achille de ceux qui le suivent, de façon à pouvoir les abattre
et gagner les compétitions. Autrement dit, cet idéal utopique fabriqué à partir des Jeux Olympiques devient littéralement une métaphore de l'horreur la plus pure. Et ce que métaphorise ici Perret, c'est évidemment les camps de concentration, les camps de concentration qui sont la part la plus noire avec l'Holocauste de ce qu'a pu faire Adolf Hitler et ses affidés. Et de nouveau, on retrouve cette idée de l'utopie, de cet idéal communautaire, y compris d'ailleurs chez quelqu'un comme Hitler, qui pensait à mettre en place un régime qui durerait 1000 ans, qui est proprement dans l'utopie, mais qui va générer des dystopies absolument terrifiantes. Donc voilà pour ce qui est d'un système politique, deux systèmes politiques qui vont être les matrices de différents régimes. Alors l'un des régimes, c'est évidemment le régime communiste en Union soviétique. C'est évidemment le communisme chinois, lui aussi avec sa part de destruction massive. C'est évidemment le communisme tel que pensé par les Khmers rouges, et je pourrais encore en citer quelques-uns. Et à chaque fois, cet idéal communautaire sombre dans la fange de l'horreur telle que les humains n'auraient jamais cru pouvoir l'inventer s'ils ne l'avaient inventé effectivement dans leur réel particulier. Autrement dit, les systèmes politiques, quand ils se pensent littéralement comme des utopies, toujours à partir d'une analyse généralement saine du réel, y compris pour Pol Pot. Alors je sais bien que la tête de Pol Pot n'est plus à sauver aujourd'hui, mais le raisonnement de Pol Pot n'est pas un raisonnement absurde dans les années 70. Se révolter contre un régime qui fait la part belle aux plus riches et qui méprise les plus pauvres, ma foi, je ne vois pas très bien aujourd'hui qui s'insurgerait contre un pareil raisonnement. C'est la mise en application ensuite de cette utopie qui est véritablement problématique. Alors pourquoi est-ce qu'elle l'est? Parce que tous ces utopistes, au fond, ont une obsession du contrôle. À la fois du contrôle du régime qu'ils mettent en place, une farouche volonté de contrôler ce qui se passe dans le privé des populations, et au-delà même du privé, quelque chose qui est encore plus spécifique, de l'intime. Là, on retombe sur une autre dystopie, qui est celle d'Orwell, celle de son livre 1984, que tout un chacun connaît, où Orwell imagine, je ne vais pas rappeler tout ce qu'il imagine, mais il imagine en particulier des caméras ou des appareils capables de filmer tout un chacun à tout moment, sauf peut-être dans la salle de bain, mais on n'en est pas très sûr. Si je devais rapporter la chose à ce qu'on peut constater aujourd'hui, j'imagine que tout un chacun le sait, alors je parlerai pas de la ville de Nice, mais je vais me contenter de la Chine dans un premier temps. Si vous êtes un Pékinois, vous avez un compte individuel crédité d'un certain nombre de points sociaux qui vous permettent de prendre l'avion, de prendre le train, de rentrer dans un certain nombre de magasins. Si vous commettez des infractions, vous perdez des points. Et à un moment d'ailleurs, votre crédit de points fait que vous arrivez dans une gare et vous souhaitez prendre un train et on vous dira, monsieur, vous n'avez plus suffisamment de crédit, il va falloir racheter des crédits parce que vous avez commis telle ou telle et telle infraction et vous avez perdu tant de points. Et on sait par exemple aujourd'hui que un Pékinois, il faut à peu près 3 minutes aux autorités pour le retrouver où qu'il soit. Autrement dit, le système de contrôle, le système qui permet de visualiser les gens, pas simplement en les photographiant, mais aussi en travaillant sur leur gestuelle, sur la démarche, sur la forme des yeux, sur un tas de détails qui
font qu'on peut reconnaître un individu à peu près à n'importe quel moment où il se trouve, fait que même si, par exemple, le communisme chinois a, depuis 1979 au moins, franchi la barre du libéralisme le plus patenté, mais en tout cas l'obsession du contrôle, elle, subsiste et s'est même renforcée. Et si on va du côté des Ouïghours, vous ne pouvez pas, quand vous êtes Ouïghour, vous promener ou circuler en voiture sans avoir un GPS obligatoire qui permet aux autorités de vous repérer où que vous soyez, quel que soit votre déplacement, que ce soit un déplacement privé, un déplacement professionnel, vous êtes de toute façon fiché. Autrement dit d'ailleurs, la dystopie imaginée par Orwell a été, à bien des égards, dépassée. Et on peut se demander d'ailleurs si au nom de la sécurité, si au nom de la lutte contre les séparatismes ou le séparatisme, on ne peut pas à un moment donné, sans doute pour le bien des populations, verser dans l'utopie du contrôle qui pourrait devenir parfaitement dystopique et une entrave aux libertés collectives comme aux libertés individuelles. Je dis ceci parce que ce que montre la littérature, mais ça n'est que la littérature, sauf quand elle est rapportée au réel, puisque Thomas More et Campanella, bien évidemment, n'ont pas connu de dystopie. Ils sont plutôt partis de dysfonctionnements sociaux, de dysfonctionnements économiques, de dysfonctionnements politiques, pour imaginer une utopie politique avant que de ne jamais la voir sombrer dans sa propre dystopie. Puisque les utopies dont j'ai parlé en particulier, qui sont nées de l'utopie de Thomas More, naissent à la toute fin du XIXe siècle ou au début du XXe. Il y a néanmoins quelques avatars aux utopies et quelquefois des utopies réussies. Mais chaque fois qu'elles sont réussies, elles concernent un tout petit nombre et sur... alors, elles concernent un tout petit nombre et sur des lieux isolés et relativement restreints. J'imagine que tout le monde connaît les poêles Godin. Enfin, vous en avez chez vous, les poêles, des trucs qui servent à chauffer les maisons, qu'on appelle les poêles. Et les poêles Godin, Godin était un utopiste. Et il avait créé ce qu'on appelle un phalanstère. Un phalanstère, c'est un lieu où on réunit un certain nombre de personnes qui acceptent un contrat social, et le contrat social va supposer qu'on scolarise des enfants, que chacun est payé d'honnête manière, que chacun reçoit un salaire décent, que chacun n'a pas de soucis pour sa vêture, pour son alimentation. Voyons quoi, on sort peu de ce lieu, on sort peu de ce phalanstère. On échange d'une certaine manière une liberté individuelle contre un idéal communautaire. Même si Madame Godin était absolument effrayée des projets de son mari. Et ces phalanstères ont largement fonctionné, et correctement fonctionné. Alors évidemment, à la fin du XIXe siècle, les utopies sont les proies d'un certain nombre de penseurs politiques, dont Fourier, qui va imaginer lui aussi des utopies politiques qui, elles, ne vont pas rencontrer le réel, ou plutôt vont rencontrer le réel sous la forme dite de phalanstères, c'est-à-dire des petites unités relativement closes ou fort closes sur elles-mêmes, et qui empêchent en fait l'infection qui viendrait de l'extérieur et qui viendrait compromettre les beaux équilibres qu'on a réussi à mettre en place. Mais mis à part ces petites unités, j'avoue que je ne connais aucune utopie qui ait pu réussir à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un continent. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, puisque avec mon épouse on rentre d'un séjour professionnel sur un archipel, donc une île, ou un groupement d'îles, où ils sont décrits un petit peu dans les journaux touristiques avec des images, vous savez, très léchées, où on voit des gens qui sont à la surface de l'eau, où on voit le sable en dessous et on voit des poissons multicolores. Je parle d'un pays qui s'appelle le Vanuatu, et le Vanuatu
soit les anciennes Nouvelles Hébrides, pourrait de l'extérieur fonctionner comme une utopie, c'est-à-dire un pays quasiment fermé sur lui-même, qui pendant très longtemps n'a pas été ouvert à d'autres civilisations, et qui fait que tout un chacun peut se nourrir sans avoir à travailler. À peu près toutes les personnes qui vivent au Vanuatu, en tout cas l'essentiel d'entre elles, ont des jardins, pratiquent la pêche côtière, donc parviennent à subvenir à leurs besoins sans trop de difficultés. Et finalement, ce qui semblait être un bel équilibre a sans doute été troublé par la colonisation, et notamment par l'arrivée des curés, des moines, et évidemment, derrière ça, les militaires, et évidemment, ces moines et ces militaires ont préparé le terrain pour les grands propriétaires terriens, puisque quand on a servi une île ou quand on a servi un archipel, que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou le Vanuatu, c'est rarement pour le bien des populations autochtones. C'est généralement pour enrichir la nation par ailleurs. Et donc cette utopie est devenue dystopique vraisemblablement par les ferments de la colonisation. Et ce qu'on a pu voir, avant de quitter cet archipel, c'est une forme de résilience sans doute assez étonnante, c'est-à-dire que le Covid a amené le Vanuatu à se fermer totalement sur lui-même, à empêcher qui que ce soit de rentrer et qui que ce soit d'en sortir, à part quelques rares individus dont je suis, dont nous sommes, et assez paradoxalement, l'économie s'est écroulée très très vite. En 3 ou 4 mois, les hôtels, restaurants étaient à la ruine. Un cyclone est passé par là qui a achevé d'abîmer les îles. Et derrière ça, on assiste à une formidable résilience, c'est-à-dire que globalement, les Vanuatais retournent peu à peu à leur jardin, puisque les industries sont en train de mourir, puisque l'économie formelle est en train de dépérir, et ça affole absolument toute la population, mais toute la population expatriée, australienne, française, britannique, japonaise. Ça n'affole manifestement pas les Vanuatais, qui continuent à tenir bon sur la fermeture, pendant que le chômage s'installe, mais le chômage, ça a un sens pour ceux qui ont l'idée d'un travail rémunéré. Et ça concerne essentiellement les expatriés, ça concerne beaucoup moins les Vanuatais, qui retournent du coup à une vie qui était vraisemblablement celle du 19e siècle, 18e et évidemment avant, sans que ça leur pose manifestement plus de difficultés que cela. Et là, on aurait peut-être, pour une fois, l'exemple d'une dystopie qui reviendrait à un monde utopique, c'est-à-dire à un réel harmonieux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le temps qui m'était imparti. Maintenant, je ne sais pas qui est dans la salle, mais si vous avez des questions, le micro vous est proposé, bien évidemment. Alors, très riche intervention. Moi, j'aimerais revenir sur le rapport au corps. Qu'est-ce qui a été mentionné de ce côté-là? Le cannibalisme, le viol, mais finalement, la course, le sport. Le corps a été cité à quelques reprises dans ton intervention, mais est-ce que tu pourrais aller plus loin et montrer comment, à cet endroit-là, le corps décharné, le fait de gaver, là on est toujours dans cette même narration, est-ce que tu peux développer les endroits où tu as cité ces catastrophes qui touchent de près le corps, et est-ce que tu pourrais éventuellement élargir en nous disant de quelle manière dans ces situations où l'horreur prend le dessus, l'anéantissement du corps de l'autre est un projet, et en quoi ou alors est-ce que ça n'a aucun sens de parler du corps, parce qu'il faut mieux pas parler des êtres en général. Est-ce que ça a du sens de mettre le corps quelque part dans ton discours, et où? Alors je l'ai évoqué, mais c'est vrai que je ne me suis pas appesanti sur le sujet. La négation du corps passe d'abord par la négation des
des moyens d'expression du corps. Précisément, puisque j'ai une chorégraphe à mes côtés, pour ce qui est du Cambodge par exemple, tout ce qui relevait de la chorégraphie, de la danse, et en particulier de ce qu'on appelle les danseuses apsara, a été alors non seulement interdit, liquidé, mais pas simplement limogé, au sens où on écarte cette pratique-là. On a tenté littéralement de la détruire, et pour ce que j'en sais, mais je ne suis pas nécessairement un savant en la matière, une princesse a mémorisé la gestuelle, elle vient de mourir d'ailleurs, cette dame, elle est morte il y a quelques mois, quelques semaines. Une princesse a mémorisé la gestuelle des apsaras, et après l'épisode des Khmers rouges, a recréé un ballet et a formé littéralement ses consoeurs à la danse apsara. Qu'est-ce qui ennuyait donc les Khmers rouges dans cette danse traditionnelle? Précisément parce qu'elle était traditionnelle, parce qu'elle était en même temps symbole de modernité, et que à la fois on liquide, et parce qu'évidemment elle était pour eux en tout cas l'expression d'un ordre bourgeois. C'est pas simplement la danse qui a été atrophiée et qui a été abîmée, c'est également le théâtre. Le Cambodge était réputé pour avoir un théâtre extrêmement dense, très ancré lui aussi dans la tradition. J'ai vu quelques pièces de théâtre qui en témoignaient, mais également dans la création moderne, en tout cas jusque dans les années 70. Et en fait, cette expression-là aussi a été perçue comme l'expression d'un ordre bourgeois, et donc a été liquidée. Il restait quasiment pas d'acteurs. Il restait d'ailleurs pratiquement pas de metteurs en scène. Et pour le cinéma, qui est aussi l'ombre portée du corps, c'est à peu près l'objet de la même liquidation. Et il a fallu quelqu'un comme Ricky Pan pour relancer d'une certaine manière, et pour l'instant il est quand même encore bien seul, le cinéma cambodgien, de qualité, j'entends, et pas simplement un cinéma de bazar qui a aussi ses vertus, mais qui s'appuie sur autre chose, sur les fantômes, sur les vampires, etc. Le cinéma de Ricky Pan est un cinéma qui est quasiment stendhalien, au sens où Stendhal disait le roman est un miroir qu'on promène le long du chemin, c'est un peu ce que fait la caméra principale. Ensuite, les corps sont, quand ils ne sont pas détruits, familialement, parce qu'on a obligé des frères à tuer leurs sœurs, des pères à tuer leurs filles, etc., les corps sont uniformisés. J'ai ce qu'on appelle un krama. Un krama, c'est une charte cambodgienne. Bon, je dis que les corps étaient uniformisés, ce que portent obligatoirement tous les Cambodgiens dans les années 70, c'est précisément, merci beaucoup, voilà, ça c'est un krama. Là, ils portent ces kramas, et puis une sorte de veste noire, un pantalon noir à large pan et des sandales de caoutchouc. Il n'est plus possible de décorer un vêtement, il n'est plus possible de l'ornementer, il n'est plus possible de mettre des gants, de mettre quelques décors que ce soit, ce qui pour moi est aussi une négation du corps dans son expressivité. Et puis j'ai parlé évidemment de la langue, et la langue c'est sans doute une des émanations du corps les plus probantes, en tout cas dans le rapport immédiat. Et cette langue tordue jusqu'à ce que les gens ne sachent plus exactement ce qu'ils disent est évidemment un moyen de contraindre à la fois le corps, mais bien sûr le cerveau et l'esprit. C'est pratiquement d'ailleurs l'un des traits, un des dénominateurs communs à toutes les dystopies que de réduire d'abord les gens dans la contrainte, dans la coercition du corps, et en interdisant tout moyen de l'expressivité des corps, y compris d'ailleurs par le biais de la chanson ou du sifflement.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus chanter, on ne peut plus siffler, à part les chants qui sont des chants créés pour la cause révolutionnaire et qui sont les seuls autorisés. Mais toute chanson qui évoquerait autre chose, qui évoquerait une histoire d'amour, qui serait sentimentale, et en plus ils ont horreur de tout ce qui était le rock'n'roll qui démarrait à l'époque, de tout ce qui faisait transgression à l'ordre tel qu'il l'avait établi, est évidemment proscrit et interdit, et quand je dis interdit, c'est interdit jusqu'à être passible de la peine de mort. Voilà. Et en plus ces corps, j'ai évoqué Van Natt tout à l'heure, Van Natt a un trait de peinture apparemment extrêmement naïf. Quand je dis naïf, c'est presque un trait enfantin. Il n'essaye pas en fait de peindre, il essaye de montrer ce qu'il a vu et de le montrer dans les détails les plus crus. Je n'ai pas décrit les tortures telles qu'elles sont aujourd'hui, j'espère, connues. On en voit dans une ville comme Battambang. Battambang, c'est le grenier du Cambodge. Et à Battambang, dans certaines maisons, ont été sculptés des stupas, et ces stupas montrent la façon dont les Khmers rouges ont pu torturer leurs coreligionnaires. Alors ça prend tous les aspects, ça prend des aspects absolument horribles que je n'ai pas spécialement envie de décrire ici, mais le corps est donc contraint de toutes les manières possibles, que ce soit la voix, que ce soit l'expression corporelle, que ce soit encore une fois la danse, le théâtre, tout ce qui fait, tout en fait ce qui est d'ordre artistique est véritablement interdit. Je ne sais pas si ça répond à la question, en tout cas je vous entendais. Oui, alors par rapport aux danses, c'est réconfortant d'une certaine manière, c'est-à-dire que si tous les arts étaient suspects et interdits, que la danse rentre dans ce champ des interdictions, signifie sans doute qu'elle était considérée, y compris par les Khmers rouges, comme un art. Et de ce côté-là, donc, d'une certaine façon, réconfortant, si je puis dire. Moi, j'ai envie de te poser une question. Tu as cité donc un certain nombre d'horreurs qui incluaient la torture et la destruction du corps de l'autre parmi les moyens. Et puis tu as cité aussi ce qui se passe aujourd'hui en Chine, bien cette espèce de manière de prendre le contrôle des esprits sans nécessairement avoir à dépenser une énergie physique pour capturer celui qui résiste, éventuellement le torturer ou le détruire. Donc moi j'aurais envie de dire c'est étrange parce que l'amour, c'est à partir de l'utopie d'une certaine manière en ce qui concerne les relations, l'amour a connu à travers l'histoire des formes d'expression dites à certains moments courtois ou platoniques, c'est-à-dire l'amour a pu être chanté, en particulier par les poètes, comme un élan de l'âme ou du cœur qui se dissocie à ce moment-là de la relation physique. L'amour courtois, l'amour platonique ne passe pas forcément. La haine, jusqu'à présent, si tant est qu'il soit opportun de créer des couples comme ça, un petit peu à l'emporte-pièce, avec des concepts qui sont peut-être héritiers de la tradition chrétienne, la haine est toujours passée par une violence sur le corps. Est-ce qu'on ne s'acheminerait pas vers une haine platonique, si je puis dire, courtoise, je ne sais pas, qui pourrait amener peut-être un respect courtois à terme, avec cette arrivée de la surveillance à distance, éventuellement même de l'élimination du corps de l'autre à distance, on en avait parlé à un moment. Est-ce que tout d'un coup il n'y aurait pas une embellie possible de cette haine qui est peut-être chevillée, je ne sais pas comment dire, constitutive de l'humanité qui serait une humanité cruelle? Est-ce que le fait de décorporaliser, enlever la dimension physique à la violence aujourd'hui, je pense à l'exemple chinois, par rapport à un exemple très très proche, celui de ces systèmes totalitaires que tu as cités, qui passaient forcément par non seulement par la terreur, mais par le fait de faire sombrer les corps dans la destruction, dans la souffrance, dans la torture et dans la mort. Est-ce qu'on s'achemine pas vers une autre
l'identité de la violence et de la haine qui ne passerait plus par le corps. Alors, je vais prendre un détour pour tâcher de répondre. Quand un certain nombre de philosophes pensaient les dictateurs fantoches, à chaque fois ils se référaient à Mussolini, Néron, Caligula, Hitler. C'était les fantoches, les caricatures d'un pouvoir et d'un pouvoir généralement massacreur. Aujourd'hui, on a des fantoches pratiquement. Pardon, je suis désolé parce que du coup, ça engage ma parole sur un plan politique. On a des fantoches, d'abord en nombre, mais insensés, pratiquement tous en même temps, contemporains les uns des autres. J'en citerai 3 ou 4, mettons, allez, en espérant que je ne choquerai personne, Bolsonaro, Trump, Erdogan. Parce que ce qui fait aujourd'hui, la question que posait Karine, c'est pourquoi je les appelle les fantoches. Ce qui fait la qualité d'un pouvoir, c'est le fait qu'il ne soit pas incarné précisément par des gens qui caricaturent ce pouvoir, en sorte que les populations ne puissent plus y adhérer et doutent non seulement du politique, mais de son incarnation. Et ça, c'est véritablement ce qui faiblit des populistes, et des populistes d'une façon générale. Quand finalement Hugo Roy sort du théâtre pour monter en chair politique, puisque c'est bien ça le problème, c'est que le personnage de Jaël est un personnage de théâtre, et qui aurait dû rester pour les siècles des siècles dans le théâtre, où il disait des choses sur le politique, s'est évadé du théâtre, et est monté qui sur un trône, qui sur un siège républicain, qui, de toute façon, à la tête d'un pays. Alors les fantoches, c'est absolument effrayant dans leur caricature, non pas parce qu'ils sont eux-mêmes des caricatures, mais parce qu'ils amènent une population à ne plus adhérer à quelque discours politique que ce soit. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et moi, je ne crois pas à une haine qui serait désincarnée, qui serait non violente à l'égard des corps. J'ai cité Xi Jinping, par exemple. Xi Jinping, d'abord, il a subi la violence. Il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui a été enfermé, dont on a douté et qu'on a torturé. Parce que son père avait déplu au régime politique de l'époque. Au régime politique est toujours le même, mais en tout cas à des cadres politiques de l'époque. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, c'est très exactement le miroir inversé de ce qu'il a vécu. Spéculairement, ce qu'il est en train de faire, il le sait de l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la violence, ce que c'est que de contraindre et ce que c'est que de punir. Bien au contraire. Et par ailleurs, cette haine et cette violence s'exercent physiquement. Les Ouïghours aujourd'hui, dont j'ai parlé brièvement, pour un nombre, alors on l'évalue à 1 million, 1 500 000. Je ne sais pas si c'est 1 million, 1 500 000, je ne sais pas si c'est 5 millions ou 10 millions. Personne ne sait en réalité combien de Ouïghours sont enfermés dans des camps de concentration. Alors qu'on les appelle des camps de rééducation, c'est une chose. On interprète les camps de rééducation comme des camps de concentration, c'est-à-dire au sens strict du terme, au sens premier, je concentre une population donnée dans un lieu donné. Pour moi, la concentration, ce serait ça. Ensuite, dans ces lieux de concentration, effectivement, on punit, on torture, on liquide. Et donc, cette haine, elle s'exerce bien dans un ordre physique, c'est cher, pas indolore. Loin s'en faut. Et je ne connais pas de régime dictatorial qui n'est pas, à un moment donné, c'est beaucoup plus que la tentation, c'est un projet. Et c'est pas un projet neutre. La guillotine n'est pas du tout un projet neutre. C'est bien sectionner le corps de façon à séparer le siège de la pensée, le siège de l'esprit, et peut-être même, chez certains philosophes, le siège de l'âme,
du reste du corps. Donc on tranche, on décapite. D'ailleurs, cette décapitation nous en rappelle une autre extrêmement récente, et ça n'est pas neutre, c'est pas comme si j'avais frappé quelqu'un dans le dos ou dans le cœur pour le tuer. Je le décapite, je me saisis véritablement de son esprit, je vole en quelque sorte son âme. Là encore, c'est une métaphore, mais elle va beaucoup plus loin, parce que j'ai pas entendu de commentateurs s'interroger sur. Si j'en ai entendu un, je triche un peu, j'en ai entendu qu'un s'interroger sur pourquoi la décapitation, pourquoi ça, pourquoi pas autre chose. Et parce que la décapitation a un sens symbolique fort, pas simplement dans l'islam, mais dans toutes les populations, y compris nous. Parce que s'il y a bien un moyen de sidérer une population, c'est pas simplement en tirant 2 balles de revolver dans la tête de quelqu'un. C'est l'arme blanche qui amène à une proximité et qui vient séparer l'esprit, puisque cet homme est réputé avoir blasphémé d'une certaine manière par l'esprit et on tue d'une certaine façon son esprit. Donc la haine qui ne verrait pas de déclinaison dans la contrainte du corps, ça je ne crois pas un seul instant. Sauf peut-être si on invente à l'échelle planétaire des systèmes de soumission de l'esprit qui permettent de faire l'économie du geste physique, d'élimination de l'autre. Il faudrait peut-être, à terme, mais c'est certainement un mouvement qui a commencé, que le complexe militaro-industriel trouve intérêt dans d'autres technologies et se convertissent. Et ce serait peut-être infiniment plus efficace finalement pour éliminer la rébellion, la résistance, soit un projet utopique de révolution, soit simplement un projet de poursuite du profit capitaliste. Et on va, après la réponse de Louis, on fait passer le micro, parce que je l'accapare honteusement. Sur ce dernier point, ça ne me paraît pas très bien parti, parce que je ne prendrai qu'un exemple. L'opération Barkhane dans le Sahel. L'opération Barkhane est menée parce que on prétend 2 choses. Un, contraindre les djihadistes, les empêcher de créer un État islamique, c'est le premier objet. Le deuxième objet, c'est faire front à une hypothétique vague migratoire. Alors c'est oublier 2 choses. C'est oublier que, pour prendre une expression d'un Sahélien lui-même, le Sahel, c'est le bordel depuis des millénaires. C'est donc pas nouveau. C'est une zone qui a toujours été un enjeu de confrontation entre les populations. Et donc, ce qui s'y passe aujourd'hui surprend tout un chacun, sauf les acteurs du terrain, qui ne savent que ça fait des centaines d'années que ça dure et que ça peut durer encore des centaines d'années. Et le deuxième point, c'est que l'armée, c'est pas moi qui dis ça, hein, c'est le point. Chef d'état-major des armées françaises. Alors il ne le dit pas à haute voix, mais enfin on le retrouve dans le Canard enchaîné, que je tiens pour une publication extrêmement honorable. Le Point déclare soit on est là pour 20 ans, et même au terme de 20 ans on n'est pas sûr de gagner, soit on a intérêt à se sortir de ce truc assez rapidement. Et en même temps, personne n'a envie d'en sortir. Chez les militaires. Pourquoi est-ce que les militaires ne veulent pas en sortir? Parce qu'aujourd'hui, c'est une justification pour l'augmentation des budgets militaires, pour la modernisation de l'armée, pour la modernisation de ses matériels, en plus avec un terrain d'expérimentation in vivo. Donc c'est absolument formidable, même si on sait qu'on ne gagnera pas. Et on ne gagnera vraisemblablement pas. Surtout avec les politiques qui sont installées actuellement. Je vois vraiment aucune chance de remporter une quelconque victoire, qui serait de toute façon vraisemblablement une victoire à la Pyrrhus. Et la question d'ailleurs chez les politiques se pose, puisque ce constat étant fait qu'on ne gagnera pas au sens où on l'entend habituellement. Donc il y a toute une réflexion qui s'est mise en place sur la rhétorique de la sortie par le haut. Comment dire aujourd'hui à l'opinion publique, alors qu'on a financé Barkhane pendant des années,
comment expliquer qu'on va en sortir sans avoir réglé la question qu'on était censé avoir voulu régler. Voilà, quelqu'un veut le micro? Madame? Merci infiniment de nous ouvrir des réflexions profondes et politiquement urgentes. C'est très difficile peut-être de poser des questions. Je pensais bien sûr à la question sur Daesh et l'État islamique. Je pensais à d'autres utopies qui pourraient apparaître aujourd'hui encore positives, comme celle du féminisme, bien d'autres démarches de libération, de lutte antiraciste, avec quelques réserves, puisque actuellement, il y a des phénomènes très contradictoires dans ces mouvements, on pourrait dire, positifs, utopistes, qui sont globalement rassemblés sous le terme d'appropriation culturelle. Je ne sais pas si cette terminologie peut nous aider à réfléchir, mais ce que je cherche évidemment, c'est des façons de réfléchir à comment aujourd'hui, quand on a envie que les choses progressent, comment se situer par rapport à ces analyses que vous nous avez fournies qui sont extrêmement importantes. Alors je vais évidemment pas répondre, je ne saurais répondre complètement à une question aussi complexe, parce que vous savez bien que votre question est d'une rare complexité. Il y a des textes en tout cas qui sont aujourd'hui en train de sortir. Il y en a un, mais son auteur m'échappe, mais je le retrouverai, qui imagine l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, mais une composante de cette humanité surgirait. Et en gros, l'idée du romancier, c'est celle-ci. On a fait des progrès considérables pendant des siècles, et notamment dans ce dernier siècle. Mais on n'a pas véritablement évolué sur le plan des mentalités. On est resté sans doute à l'état de ce qu'on était à la fin du XVIIIe, peut-être un petit peu avant. Mais de manière cachée, masquée, une frange de la population aurait, elle, continué à travailler, à réfléchir, à regarder le monde. Et compte tenu de l'état un peu catastrophique dans lequel il est aujourd'hui, sortirait de l'anonymat et viendrait porter une parole. Alors c'est sans doute une utopie, mais c'est sans doute vraisemblablement une fausse utopie, parce que les gens qui sont capables aujourd'hui de dire un certain nombre de choses, finalement ils sont là, ils s'expriment, que ce soit par le cinéma, la danse, la littérature évidemment, le théâtre bien sûr, ils sont là. La peine, c'est véritablement qu'on puisse ou pas les entendre. Il y a un philosophe que j'aime pas, parce que c'est un optimiste, alors il dit que je suis un optimiste lucide, il s'appelle Frédéric Lenoir. Je ne l'aime pas parce que, comment je l'aime pas? J'aime pas sa pensée en fait. Parce qu'à chaque fois, je le trouve extrêmement lisse, extrêmement positif, extrêmement... Et puis je l'ai écouté hier, j'avais pas le choix, je n'écoute que France Inter, j'étais sur l'autoroute, et c'était lui l'invité. Et ça m'a beaucoup intéressé en fait, parce que globalement, il disait que effectivement on lui reproche d'être un optimiste positif, mais que finalement il n'y aurait pas d'autre alternative que celle-là, sauf à devenir un cynique, sauf à devenir quelqu'un d'absolument désespéré, et que la seule voie, ce serait finalement celle-ci, être désespérément, en fait, optimiste et lucide. La difficulté, c'est effectivement de conjuguer l'optimisme et la lucidité. Après, encore une fois, si j'ai terminé sur le Vanuatu, c'était un clin d'œil
à la fois à mon épouse et à ce qu'on a vécu, mais aussi à ce que je regarde de ce qui s'y passe. Parce que je continue à m'intéresser au Vanuatu, Mireille aussi. Ça nous a marqué, on le veuille ou non. De toute façon, ce séjour professionnel qui a duré quand même 4 ans, c'est pas tout à fait une parenthèse. Et je suis très sincère dans ce que... D'abord, je l'avais déjà dit quand j'étais au Vanuatu. En gros, quand les gens se plaignaient, je leur disais, vous vous rendez compte des dégâts qu'on a fait avec, à la fois avec l'armée et avec le religieux. C'est absolument invraisemblable. Ces indigènes vont tous les dimanches à la messe. Tous les dimanches. En robes colorées, qui sont en fait des robes que leur avaient fourni les moines, qui étaient des sacs de coton dans lesquels on mettait du riz. Puis on a fait 2 trous ici pour laisser passer les bras. Et on appelle ça les robes mission. C'est une horreur, ces trucs-là. Non, ils font belle, c'est coloré. Ouais, enfin, moi je considère que c'est une horreur. Et donc on leur a tellement mis dans la tête Dieu, Jésus-Christ. Et en plus, quand on leur parle de la Bible, on peut être totalement anéanti, puisqu'on leur a sorti la catéchèse qu'on me servait à moi quand j'avais 6 ou 7 ans. Donc des choses... Moïse ouvrant la mer Rouge, enfin, ce genre d'idépsie et de coccinelle. Il n'empêche que c'est resté enraciné. Moi, rien ne me ferait plus plaisir que de voir cette population se libérer de tout ce qu'on lui a amené. Et on ne lui a pas amené que ça. On lui a amené aussi une logique de consommation. On lui a amené, d'abord on lui a amené un tas de maladies. On a liquidé 1 million de personnes simplement avec la rougeole, la polio et autres écoles du même acabit. Et là, depuis, je sais pas, une vingtaine d'années, on lui amène essentiellement du diabète et les maladies cardiaques d'une façon générale. Pourquoi le diabète? Parce qu'ils se sont mis à consommer du soda, des Coca-Cola, ils se sont mis à manger des hamburgers, nourriture qu'ils ne connaissent absolument pas, ils sont obligés de l'importer. Ça n'existe pas, on ne peut pas faire pousser de riz au Vanuatu. Et du coup, ils se détournent de leurs aliments traditionnels, des racines pour l'essentiel, hein, mais du lignane, du manioc, ils s'en écartent également, parce que c'est long à cuisiner, le riz c'est rapide. Sauf que c'est du riz de mauvaise qualité, avec une densité de sucre telle qu'effectivement, ils sont à 70% de la population diabétique. Donc moi, qu'il y ait un recul de ce qu'on a appelé la civilisation, qu'il y ait un recul de tout ce qu'on leur a amené et distribué pour les appâter et faire en sorte de les conditionner, j'en serais pas vraiment malade. Ça ne me rendra pas chagrin. Et là, il y a peut-être effectivement une utopie possible qui serait en fait un recul des ferments d'une civilisation qui est en fait essentiellement économiste, qui est essentiellement liée à l'argent et à la beauté du gain, pour retourner vers une vie qui était véritablement la leur et dans laquelle ils se sentaient relativement bien. Donc c'est plutôt ça pour moi l'utopie. C'est pas tant une avancée vers un monde qui serait tout à fait extraordinaire, mais une capacité à reprendre les rênes de son propre destin. C'est d'ailleurs ce que disent un certain nombre d'écologistes, non pas tant avec l'idée de régression par rapport à la croissance, ou la non-croissance, ou la recroissance, que sais-je, mais vers une maîtrise de ses goûts, de ses besoins fondamentaux, avec des questions qu'on aurait sans doute à se poser à chaque fois qu'on achète un bien ou qu'on achète quelque chose. Je suis bien conscient de n'avoir pas répondu à votre question. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, la question posée questionnait la possibilité de voir un jour surgir des utopies qui ne soient pas condamnées à l'avance, dans le sens où Louis Arsac l'entendait tout à l'heure. Moi, j'ai envie quand même de revenir sur cette... peut-être ce trajet que nous avons effectué depuis 2 siècles. Alors, Louis Arsac disait, depuis les Lumières, en fait, les mentalités n'ont pas énormément changé. C'est ce que tu disais. Moi, je dirais que la religion qui interdit
que la Terre soit ronde, qui effectivement exclut les peintres qui ne placent pas le Christ à tel endroit sur la toile et exclut tous les artistes qui ne représentent pas, selon les codes imposés par le pouvoir, la scène religieuse ou non d'ailleurs qu'ils peignent. Cette façon d'avoir prise sur ceux qui cherchent à penser, à découvrir par la science, tout simplement la réflexion, à inventer des mondes avec ce qu'on appelle l'imaginaire, ce qui serait peut-être le propre des artistes. Cette façon d'avoir un ascendant sur les cultures, quelles qu'elles soient collectives, tu parlais du Vanuatu, ou sur simplement la capacité d'imaginer, de concevoir, ou de chercher, ou de quêter, ou de frapper contre l'énigme existentielle des individus, cette volonté d'anéantir cela étant aussi ancienne que l'histoire des humains existe. Et c'est pas l'apanage des totalitarismes ou des totalitarismes récents, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental. Et là, j'aimerais peut-être devenir une optimiste, comment disais-tu, inconditionnelle, positive, loin de moi en entrant l'idée de devenir cela. Dire que finalement, cette façon d'envahir l'esprit d'un groupe, d'une société ou d'un individu est très archaïque. Mais les révolutions qui permettraient éventuellement de résister contre cette ingérence, à la fois culturelle quand il s'agit de soumettre un peuple, et individuelle quand il s'agit de soumettre et de réduire l'expression artistique et les artistes, cette ingérence peut peut-être être freinée par des techniques. Alors là, je parle de choses qui sont pratiquées plus dans le milieu artistique auquel j'appartiens qu'ailleurs, des techniques de renouvellement peut-être du logiciel ou de changement possible de la configuration à la fois mentale et physique qui passe par... Alors, c'est vrai que ces techniques ont été très étudiées par la CIA au moment, pendant une partie du XXe siècle. Aujourd'hui, nombre de sectes sont des terrains d'expérimentation, mais il existe certainement quelque part, passant par le corps, des techniques, des méthodes, des systèmes qui permettent éventuellement de faire que la caméra de surveillance, je dis n'importe quoi, c'est une utopie peut-être vers laquelle je m'avance, mais il existe certainement quelque part des ressources à trouver dans l'être humain qui permettent de faire obstacle, faire barrage à la surveillance planétaire et qui serait de l'ordre d'une mutation. Peut-être des façons de muter qui pointent à l'horizon et qui serait peut-être le seul espoir pour que nous sachions continuer de fonctionner en toute liberté, à la fois à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de mouvements, tu parlais des phalanstères. Moi j'avais en tête ces mouvements plus proches de la vie artistique et de la danse, comme le mouvement de Monteverita par exemple. Et là, dans ces mouvements qui ont intégré des artistes du corps, pour ne pas dire des danseurs ou des chorégraphes, on se préoccupait non pas de devenir vegan, mais on disait peut-être même pas végétarien à l'époque, on se préoccupait de ce qu'on ingérait, on se préoccupait de la manière dont on respirait, on se préoccupait de la manière dont on faisait l'amour et la façon dont le fait de faire l'amour libérait. Alors je pense à Reich par exemple, un penseur qui est allé très très loin dans la fonction de l'orgasme. Lorsque la question du corps, y compris dans l'amour, dans toutes les activités humaines qui ne sont pas que physiques, mais enfin qui intègrent le corps, à partir du moment où on redonne au corps une place dans la possibilité de devenir autre, peut-être que là, on peut imaginer qu'on sort de cette fatalité qui a touché toutes les utopies que tu décrivais, parce qu'elles restaient un exercice de l'esprit. C'est-à-dire que sans la mise à l'épreuve
à travers le corps, à travers un système, alors pas forcément à une large échelle, on avait des utopies réussies qui étaient à petite échelle, mais à partir du moment où on met l'individu à l'épreuve d'un changement de programme, on arrivera éventuellement à autre chose qu'à se résigner et abandonner la voie des utopies. Pour mettre le corps quelque part dans l'existence. Alors, je vais encore faire un détour, ça va pas me changer, mais ce sera ma dernière réponse pour ce soir. J'arrive à un moment de mon existence où je me pose, en fait, moi énormément de questions, je m'en pose qu'une après avoir beaucoup lu tout au long de ma vie. Je me dis, quel est finalement le livre qui te reste? Et assez paradoxalement, c'est pour moi un livre tout à fait fondamental que je ne relis jamais, que je ne veux jamais relire, qui est Triste Tropique. Alors pourquoi Lévi-Strauss? Parce qu'il y a une page dans Triste Tropique, et une seule page, où il parle de l'invention de l'écriture. Alors ça tombe bien, puisque tout ce qui est de l'ordre de la littérature, de l'écriture, évidemment, a entraîné chez moi une passion qui m'a animé jusqu'à aujourd'hui. Mais que dit-il de l'écriture, Lévi-Strauss? J'ai eu beau retourner son raisonnement par tous les bouts, à chaque fois je finis par me dire qu'il a raison. Alors que dit-il? Il dit, en fait, l'invention de l'écriture, c'est une invention comptable. Ça servait à compter les ballots qu'on mettait sur un bateau, et ça permettait, parce qu'on avait laissé un palimpseste, aux marchands à l'autre bout de la Méditerranée de recompter les ballots qui avaient été bien mis dans le bateau. Et Lévi-Strauss fait semblant de se poser une question en usant de plus que parfait du subjonctif, de conditionnel. Quand il fait ça, il fait toujours ce métier parce que ça veut dire qu'il n'adhère pas à ce qu'il est en train de dire. Et est-ce qu'on peut imaginer que l'écriture nous a fait beaucoup progresser sur ces 20 derniers siècles? Et donc, toutes les inventions auraient pu se passer de l'écriture. Pas une ne tient à l'écriture. Alors, à quoi sert l'écriture? Et globalement, il dit, ça sert essentiellement au contrôle. Ça sert au contrôle. Et tout ce qui est de l'ordre du roman, de la poésie, de la littérature romanesque, c'est pour nous faire croire que l'écriture sert à autre chose. Mais finalement, c'est du décor, c'est un leurre. Ce qui me frappe, moi, dans les dystopies dont j'ai parlé, c'est la masse de papier que ces gens ont véritablement noirci. Le Tolstoï dont je parlais tout à l'heure, Deutsch tenait un compte, mais détaillé, des gens dans quel état ils rentraient, les tortures qu'ils avaient subies, on les prenait en photo, on les matriculait, et tous ces dossiers sont restés. Et alors, je ne dis rien de ce qui est resté à la Stasi, je ne dis rien de la manie qu'avaient les SS et les gestapistes de mettre à peu près tout en fichier. On en a des tombeaux, des tonnes, etc. Et finalement, c'est pas à vous que je devrais dire ça, Karine, et là, c'est pourtant, je vais le dire quand même. Je me demande si, finalement, l'art, un peu d'ailleurs ce que dit Pascal, mais alors, Pascal est plus malin que moi, donc lui, le laisser entendre, si l'art n'est pas là pour distraire de ce qu'est le réel, et non pas dire le réel. Alors que fondamentalement, moi je pensais que l'art était plutôt au service du réel, pour le transcender, pour le métamorphoser, pour l'embellir éventuellement. Et finalement, me dit Lévi-Strauss avec l'écriture, le roman, le théâtre, tout ça, c'est des amuse-gueules, c'est des lanternes magiques. Ça ne dit pas le vrai. Et c'est vous dire si je suis loin de Frédéric Lenoir, puisque lui dit qu'il est un optimiste positif, et moi je suis positivement pessimiste.
Merci Louis Arsat. On pourrait citer l'éternuement chez Pascal, qui est un acte physique qui annule toutes les opérations de pensée. Pendant qu'on éternue, on ne pense à rien. Donc, remettons peut-être la question de la résistance à travers le corps au centre, malgré tout, de nos échanges et de nos réflexions. Parce que jamais, ou quasiment jamais, votre optimiste positif, j'imagine, n'y faisait pas référence, quasiment jamais les questions sont posées en tenant compte de cette dimension qui est celle à travers laquelle nous, chorégraphes, nous écrivons. Et je sais que je vous parle une langue, que vous entendez, donc vous entendez le son, vous entendez le son du texte que je suis en train de proférer, mais le sens profond, c'est vrai que ce sont des expériences qui demandent à être vécues. Alors je suis désolée parce qu'il y a un côté qui pourrait faire ressembler à l'expérience de la foi, mais il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que quand on se fracasse le poing sur une table, si on ne sait pas à quoi ressemble cette douleur-là, à ce moment-là, on ne peut pas l'imaginer. C'est la même chose pour un certain nombre de pratiques qui passent par le corps, d'où ce festival Je danse dont je suis. Mais c'est vrai que j'ai eu beau inviter beaucoup de philosophes formidables que j'admirais infiniment. On parlait d'engagement. Régis Debray, sur la question de la danse et du corps. J'ai été face à une déception très profonde. Et je voulais qu'il parle de l'Amérique, et des États-Unis, de la culture américaine, parce que les chorégraphes américains ont été extrêmement importants. Impossible d'arriver à une critique même à travers la danse américaine de ce moment-là de l'histoire des États-Unis. Des gens dont j'admirais la finesse, c'est un érudit tout simplement, mais il s'est rabattu sur la notion de Dieu qui danse chez Nietzsche, Raphaël Antoven, un certain nombre de philosophes que j'ai invités dans ce festival, que j'aimais infiniment, finalement n'ont pas du tout parlé de cette question qui m'occupe, et c'est pourquoi j'ai eu l'idée de l'initiative de moments d'échange et de rencontre. Je me rends compte qu'à chaque échange, on parle de tout, mais pas forcément de ce qui passe par le corps. Donc il n'est pas si simple de réconcilier la parole et le corps. Mais tentons!